je ne sais pas si vous les connaissez. Elles sont résumées par QQOQCP. Vous connaissez ce QQOQCP? Alors, QQOQCP, c'est qui d'abord? C'est la première question qu'on se pose. C'est qui ce mec? Celui qui parle, là, en l'occurrence, moi. Qui je suis? Donc, Julien Ritzkowski, merci beaucoup, Héloïse, d'ailleurs, de l'avoir bien prononcé. Donc, Ritzkowski, c'est polonais. Moi-même, parfois, je me demande comment j'arrive à le prononcer. Je suis, à la base, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai fait ESC Rouen à l'époque, Neoma Business School maintenant. Donc, on avait une école d'ingénieurs aussi, les Cigélec, qui travaillaient avec nous. Donc, école de commerce à la base. Et en parallèle de l'école de commerce, c'est là où j'ai découvert l'improvisation. Donc j'ai suivi un petit peu mon parcours professionnel et en parallèle ce qui allait devenir plus tard mon métier, l'improvisation. Ensuite, donc le chemin faisant, à un moment, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et je suis devenu comédien, donc comédien professionnel, je me suis professionnalisé. Par la même occasion, en me professionnalisant, je me suis dit sur scène, tiens, c'est drôle, les outils que j'utilise, les outils que j'utilisais en improvisation, les outils que j'utilise en tant que comédien, peuvent être utiles, je pense, dans l'entreprise. Alors je pensais que j'étais extrêmement novateur, et puis finalement je me suis rendu compte que ça se faisait depuis un moment. Il y avait beaucoup de comédiens qui intervenaient dans le monde de l'entreprise, mais pas forcément beaucoup d'improvisateurs. C'est quand même assez nouveau encore. Le fait que des improvisateurs, puisque c'est un domaine très particulier du métier de comédien, interviennent en entreprise. Donc ça c'est pour le qui. Ensuite, c'est quoi? De quoi on va parler? Bon, ça je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est comment on fait le lien entre le travail d'improvisation et le travail de tous les jours qu'on va avoir à faire dans notre entreprise, ou plus particulièrement dans des postes de management par exemple. QQO, donc où? C'est ici, a priori on va rester là, donc vous inquiétez pas, il y aura pas, on va pas se déplacer à Orléans, quoi que ce soit, on va rester ici pour les autres, donc il n'y aura pas de changement de lieu, ça pour le coup je peux vous le garantir. Ensuite il y a quoi? Donc QQOQ, donc quand? C'est 1 heure, on va avoir 1 heure à peu près ensemble, je laisserai à peu près 5-10 minutes à la fin pour les questions-réponses si vous en avez, mais je vous invite vraiment à, dès que vous avez questions, si par exemple il y a quelque chose qui vous touche, qui vous choque, si vous avez une interrogation, vous pouvez me la poser en direct et on y répondra. On favorise l'interaction. Et puis comme ça vous évite de sombrer pendant le déjeuner, si vous avez un repas un peu riche juste avant. Comment? C'est via des slides et puis je vous ferai faire quelques exercices aussi, vous verrez pendant à peu près au milieu de cette présentation. Et pourquoi en 2 mots? Pourquoi? C'est tout simplement pour que l'expérience que j'ai eue moi vous serve au quotidien dans votre façon de travailler, dans votre management, dans votre façon de communiquer et puis de développer vos capacités relationnelles. Parce que j'ai mis beaucoup de temps en fait à comprendre ça. J'ai mis énormément de temps. Je faisais de l'improvisation et en parallèle, alors je reprends. Donc j'étais en entreprise et je faisais de l'improvisation en parallèle. Alors en improvisation c'était le kiff total, c'était vraiment génial. Je m'amusais énormément avec mes collègues d'impro, le public était bien sûr aux anges, c'était génial. Et puis en entreprise, quand je me représentais devant une assemblée comme ça, alors c'était rare que c'était une grande assemblée comme ça, mais par exemple j'avais une présentation devant le board ou devant le COMEX, j'étais comme ça. J'arrivais pas à développer les capacités de prise de parole que j'avais en impro en réunion ou en situation de prise de parole professionnelle. Je me suis toujours posé la question et d'ailleurs mes collègues me disaient mais c'est pas possible. Enfin on est allé te voir samedi dernier, t'es super à l'aise sur scène et pourtant quand on te voit là tu fonds complètement. On comprend pas. Et puis moi aussi je me demandais mais en fait l'impro ça me sert à rien dans mon quotidien. Et il a fallu justement que je me professionnalise dans le métier de comédien pour comprendre les outils qui sont à la marge, on va dire, entre la psychologie, le management, des tas de matières comme ça qui peuvent servir dans le monde professionnel. Et la première chose que j'ai apprise, c'est qu'il y a quelque chose à régler vis-à-vis de l'ego. Vous verrez ça pendant que je l'explique. Mais d'abord, on va revenir donc aux origines aussi par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'entreprise. Quel est l'objectif de base d'une entreprise?
Faire de l'oseille. Faire de l'oseille. Tout le monde partage ça? Contribuer à la société, au bien commun. Est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous dites? Oui, très bien. Changer le monde, d'accord. Changer le monde, ok. Faire de l'oseille, changer de monde. Qui serait plus pour faire de l'oseille? Qui serait plus pour changer le monde, par exemple? L'un n'empêche pas l'autre. Très intéressant. Très intéressant. Alors, dans un monde qui est, on va dire, avec des valeurs, qui est basé sur des valeurs capitalistes, pour moi, une société, elle est viable qu'ici, elle fait de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est... Alors, on va le voir juste après. Ce que je vais vous apporter, moi, c'est issu d'une réflexion, mais je l'entends tout à fait. Mais une entreprise qui ne fait pas de l'argent, à un moment, à part si elle est rattrapée par l'État, mais après l'État, bon, l'argent, il faut qu'elle le trouve quelque part. Donc, il y a une difficulté qui va s'installer. Et c'est là où je vous rejoins, mais pas que. C'est-à-dire, si on se dit juste l'entreprise, elle est là pour faire de l'argent, ok, ça veut dire que ça laisse penser que tous les moyens sont bons. L'image. Il faut l'image. Il faut l'image. Qu'est-ce que vous entendez par l'image? Ah Duracell avec le lapin, ça dure longtemps. Oui, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Il faut effectivement installer une image. J'aime bien. On est d'accord, c'est pas le seul but, mais ils ont fait ça pourquoi? Finalement pour vendre leurs piles. Donc c'est toujours un peu le chat qui se mord la queue, comme on dit, ou le serpent qui se mord la queue, enfin, un animal qui se mord la queue. Donc, mais pas seulement parce que, alors ça c'est Peter Drucker qui le dit, c'est un des chantres, je ne sais pas si vous le connaissez, mais des nouvelles théories de management. Lui dit que la raison d'être d'une entreprise, c'est de créer et de conserver un client. On est d'accord ou pas? Mais en tout cas, moi, ça résonne particulièrement à mes oreilles. Parce que, effectivement, quand on réfléchit bien, dans les entreprises, en tout cas, dans lesquelles j'ai travaillé et que j'observe, il y a de plus en plus cette question, comment on met le client au centre des interrogations de l'entreprise. Et donc, qui dit relation avec le client, dit évidemment relation. Donc, comment on va faire pour développer cette capacité relationnelle, non seulement avec le client, mais aussi avec les différentes entités de l'entreprise qui composent l'entreprise. Et c'est ce qui va faire qu'au final, notre entreprise va faire de l'argent, va être plus adaptée aux clients, va s'adapter plus au marché, etc. etc., etc. C'est ce qui fait, par exemple, que les nouveaux modèles de management promeuvent de plus en plus les échanges entre les collaborateurs. Au démarrage, l'homme, c'était juste un outil, une main. Et puis après, on s'est rendu compte que l'homme, il y avait un cerveau aussi, qu'on pouvait l'utiliser. Donc, dans les organisations, dans les entreprises, on s'est dit, ah bah tiens, celui qui est à la chaîne, là, il a des super idées, c'est dommage, on l'écoute pas. Oh bah tiens, on va commencer à l'écouter, c'est peut-être intéressant. Puis après, on s'est rendu compte que il n'était pas seulement doté d'un cerveau, l'homme, il est aussi doté d'un cœur, qu'il a des émotions. Que effectivement, si on lui dit pas, si le patron arrive comme ça et débarque et lui dit dans mon bureau dans 5 minutes, il va pas forcément être super motivé demain. Donc du coup, il va peut-être partir plus tôt, ou il va même peut-être saboter les machines exprès parce qu'il en a marre, ou même peut-être partir en dépression, c'est même pire. Et on s'est rendu compte que finalement, si on prenait soin des collaborateurs, il se passait quelque chose, c'est qu'ils étaient plus productifs. Donc, il y a quelque chose autour de ça qui est du domaine de la relation. Est-ce que vous comprenez le développement de l'idée? C'est autour de la relation. Et c'est ce que j'ai montré, et c'est ce qui correspond à ce qu'est l'être humain. Finalement, c'est un animal social. Je l'observe toujours à chaque fois que j'ai des groupes. Regardez, quand vous êtes rentré, la première chose que vous faites, c'est essayer de voir si vous n'avez pas un pote dans le coin qui est de votre promo pour vous asseoir à côté. C'est très très rare quand on va aller s'asseoir tout seul devant alors que le pote est derrière. Non, on va se mettre ensemble avec des personnes qu'on connaît déjà parce que ça rassure, c'est normal. Et puis voilà. Donc on est fait pour être sociaux. C'est dans nos gènes quasiment. Donc la relation, on va la faire non seulement avec le client, c'est normal, c'est notre raison d'être en tant qu'entreprise. Et puis aussi, on va la faire avec les différentes personnes qui composent l'entreprise. Alors le patron, les collègues, etc., etc., etc. Et c'est là où l'improvisation est importante, parce que qui dit relation, qui dit développement des capacités relationnelles, dit
aiguiser son sens relationnel. C'est-à-dire l'ouverture, donc le fait que tout peut arriver, le fait que j'accepte de lâcher prise, que cette personne, potentiellement, elle peut être intéressante, je lui pose des questions. D'écouter ce qui se passe, de véritablement écouter, mais on verra, ça c'est pas forcément simple. Et puis d'être curieux de la personne, d'être curieux de ce que veut le client par exemple, d'être vraiment curieux, pas seulement parce qu'on nous a dit d'être curieux. Alors parfois c'est plus ou moins facile de le faire. Donc ça veut dire que qui dit développement des capacités relationnelles, dit on oublie tout ce qui est dans le futur, c'est-à-dire l'anticipation de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va dire, mon Dieu, j'ai peur. De tout ce qui est dans du passé, c'est-à-dire la rumination, c'est ce qu'on appelle la rumination. C'est ça s'est mal passé ce matin au réveil, mon bébé criait, je suis fatigué. Puis il y avait quelqu'un qui avait son téléphone qui sonnait pendant cette présentation, c'était terrible. Donc là, on est dans le passé, on est dans la rumination. On est totalement dans le présent, d'être à 100% dans le présent. Et c'est extrêmement compliqué. Mais c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir être garant d'une bonne capacité de relation. Après, il y a le monde de l'entreprise et les éléments qui le composent. C'est-à-dire, le plus souvent, surtout quand on travaille en mode projet, moi j'étais beaucoup en mode projet, des deadlines, des forecasts. Ça vous parle tout ça, deadline, forecast, dans le monde de l'entreprise dans lequel vous êtes, deadline, forecast. On a de plus en plus des systèmes automatisés d'archivage des données, donc on est toujours confronté à ce qui s'est passé, à l'historique de la boîte. Moi j'ouvre un fichier et en 2 minutes je sais ce qui s'est passé en 2006 avec la boîte. N'oublie pas Julien, ça on l'a déjà testé, ça marche pas. Donc finalement on est confronté toujours à quoi? On est toujours confronté soit au passé, soit au futur, mais très peu au présent. Et on le sait, la ressource la plus rare dans une entreprise, c'est quoi? Pardon? C'est le temps. Finalement, comment vous imaginez le temps? Donc on a malheureusement que 24 heures dans une journée, et j'espère que vous ne passez pas 24 heures dans une entreprise, mais bon, on va dire le temps que vous avez dans une entreprise, ça va être 100% de votre temps. Comment vous allez le répartir? Et quand on est dans une entreprise, on va répartir sur, par exemple, préparer la présentation de jeudi parce qu'il y a une deadline qui est jeudi. Il faut aussi en même temps que je fasse le récapitulatif des données de l'opération de la semaine dernière. Là, je parle dans mon historique personnel, mais après, vous pouvez essayer de travailler de votre côté sur ce qui vous parle. Et puis finalement, le présent, on n'y passe pas beaucoup de temps. C'est ce qui se passe vraiment quand on parle à quelqu'un le matin. J'avais cet exemple assez fort d'une de mes managers, très, très fort, parce qu'elle avait suivi un cours de management juste avant. On lui avait dit, je pense, fais attention parce que c'est pas mal que tu poses des questions sur comment va ton collaborateur. Je l'ai vu, du jour au lendemain, ça avait changé. Elle était venue me voir, elle a fait salut Julien, ça va? Alors tes vacances, c'est bien passé? Alors je voudrais qu'on travaille un petit peu sur ta présentation là. Ok. Est-ce que vraiment j'étais même pas eu le temps de répondre, ça s'est bien passé tes vacances? Alors, il faudrait qu'on travaille sur ta présentation. C'est vraiment genre, c'est bon, ça j'ai dit, ça c'est ok. Parce que, oui, on est poussé. Alors, je lui en veux pas, c'est juste parce qu'on est poussé. On a des deadlines, on a toujours ce stress du résultat. Puis peut-être que finalement, elles sont foutées un petit peu de ce qui se passait. Mais c'est important parce que vous avez vu, la capacité à nouer une relation, elle est limitée. Et il se passe quelque chose de terrible et que pour le coup j'ai pas de réponse, mais qui est à mon avis le sens qui est pourquoi le système est en train d'être mis en cause, c'est que on constate que le temps de l'humain c'est pas le temps de l'entreprise. C'est-à-dire que le temps de l'humain, il faut du temps pour accepter les choses, il faut du temps pour se poser et écouter vraiment ce qui se passe. Écouter ce qui se passe en lui, par exemple une personne, peut-être que quand elle souffre, c'est pas forcément parce qu'elle en a marre. C'est peut-être parce qu'elle est fatiguée, peut-être parce qu'elle pense à quelque chose après, mais c'est pour ça qu'il faut que je pose des questions ouvertes. Il faut que je sois véritablement avec lui. C'est beaucoup plus facile de faire des raccourcis. Le nombre de fois où quelqu'un m'a dit non, mais va pas voir cette personne-là parce qu'elle est con, va voir plutôt cette personne-là. C'est quoi ce raccourci? On la connaît pas vraiment. C'est juste que c'est facile de mettre des gens c'est plus facile pour nous de mettre des gens dans les cases, plutôt que d'écouter vraiment. Et ça, le temps de l'humain, c'est notamment le problème avec le management du changement. Comment on fait pour faire changer une entreprise? Le problème, c'est qu'on essaie de faire rentrer
des choses qui changent avec beaucoup plus de temps que nécessaire, mais sauf qu'on a des deadlines qui sont beaucoup plus resserrées. Et c'est une véritable question sur laquelle il est difficile de répondre comme ça, mais sur laquelle il faut en tout cas être alarmé. Parce que derrière, vous allez avoir vous allez tous être manager peut-être, j'en sais rien, mais si vous avez en tout cas des postes de management, vous allez voir que c'est pas si simple. Ce poste-là est vraiment très compliqué parce qu'on nous demande en même temps des résultats et on nous demande d'accompagner des personnes. Et qui dit accompagner personne dit management d'une personne et donc de le faire évoluer. Le faire évoluer, c'est pas je voudrais que tu fasses ça comme ça parce que c'est comme ça. Non, c'est écouter d'abord et petit à petit travailler là-dessus. C'est long, c'est très très long. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'appelle ça la schizophrénie de l'entreprise. Mais petit à petit, c'est en train de changer. Déjà, on se pose cette question. Il y a de plus en plus d'ailleurs, vous savez quel est le domaine des formations qui est plus plébiscité par les entreprises actuellement? Il y a un nom très particulier. Vous savez? Vous connaissez? Non? Ça vous dit quelque chose, les soft skills? Ouais. C'est quoi les soft skills? Compétences comment? Exactement, transverses, non métiers, qui sont... par exemple, le soft skills, ça va être apprendre à parler en public. Ça va être un soft skills. Le fait développer sa créativité. Voilà, tout ce qu'on appelle, oui, effectivement, non techniques, toutes les compétences non techniques, qui vont être plutôt de l'humain, en fait, développer sa capacité relationnelle. C'est tout ça qui touche les soft skills. Et c'est ça qui est plébiscité de plus en plus par les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte de quoi? Que des personnes pouvaient être issues de la meilleure école du monde, si elles ne savaient pas travailler avec les autres, ça ne servait à rien. Vous pouvez être les personnes les plus intelligentes du monde, on les met au milieu d'autres personnes, si elles ne savent pas leur parler, si elles ne savent pas les écouter, ça sert absolument à rien. Et du coup, au final, l'entreprise elle gagne moins d'argent. C'est un peu ça l'idée. Hein. Pas ça gratuitement, enfin à mon sens. Hein. C'est parce que derrière, il y a une velléité de développer son marché. Mais ça, c'est notre question. Déjà, il y a cette vraie problématique qui arrive aux oreilles des dirigeants, et je le vois de plus en plus dans les formations que j'anime. Alors, c'est ça le premier obstacle au présent. C'est la structure même de l'entreprise. Ce qui fait que le temps qu'on passe avec ses collègues, il est très réduit. Donc, soit on choisit un collègue et on est super pote avec lui, soit les autres, on n'essaie pas vraiment de les connaître. Et puis, le temps qu'on passe avec ses clients, peut-être potentiellement, il va être réduit aussi. Et c'est ça qui est problématique. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la téléphonie mobile. J'étais responsable d'un réseau de points de vente, et donc je travaillais avec des responsables d'agences auxquels, honnêtement, moi, j'étais pas en phase avec ce qu'on leur demandait. On leur demandait tellement de choses. Surtout, vous savez, c'était pendant la période où Free s'est lancé. Donc Free s'est lancé, tous les clients, je ne sais pas si vous étiez venus en boutique de téléphonie à ce moment-là, mais tous les clients étaient venus dans nos boutiques en disant, moi j'étais Virgin Mobile, hein. En disant, vous nous avez volé, voilà, remboursez-moi. Enfin, c'était terrible. Et à ce moment-là, alors là, on leur demandait des reportings dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe dans vos boutiques? Comment on va faire pour développer la marge maintenant que nos marges ont été divisées par 2? Mais sauf que le temps passé à vraiment écouter le client, il était extrêmement réduit. Et c'est dommage. C'est dommage. Deuxième obstacle au présent, il est lié plus à notre structure mentale. Ça je suis loin d'être un spécialiste du cerveau, en tout cas, voilà comment ça fonctionne, en tout cas pour ce qui est du système du stress. On a le reptilien, c'est le cerveau de la survie, vous savez, c'est celui qui va réagir, c'est vraiment les peurs primales, c'est quand il y a quelque chose d'inconnu, je vais réagir soit à la fuite, soit à la confrontation. C'est vraiment ce qui vous vient au premier abord. Vous allez avoir ensuite le limbique qui va fonctionner, qui va engranger, en fait, enregistrer toutes ces émotions, ce premier apprentissage. Et c'est ces deux cerveaux-là qui vont réagir quand, par exemple, vous avez un coup de feu qui va retentir. Là, tout de suite, on est en stress. Ou alors, vous allez avoir une situation dans laquelle vous allez prendre la parole, vous allez passer un entretien. Imaginons que cet entretien, la première fois que vous avez passé un entretien, ça s'est extrêmement mal passé, la personne était odieuse. Ça, vous allez l'enregistrer, et le prochain entretien que vous allez passer, vous allez commencer à stresser. Parce que vous ne réfléchissez pas à ce moment-là, c'est vraiment primaire comme réaction. Mais heureusement, on est doté du néocortex, le cortex de l'homme intelligent, on va dire. C'est celui qui analyse, c'est celui qui va se dire, ok, est-ce que c'est vraiment une situation de danger de mort? Non, qu'est-ce que tu as à ta disposition pour échapper à ça? Ok, tu vas y réfléchir.
Donc la vérité, c'est que ce qu'on engrange d'expérience, ça crée en nous un cadre, ce qu'on appelle de référence. Ce qui compose en fait que quand je vais dire t'étais pas à l'heure aujourd'hui. Hein. Je dis ça à, comment tu t'appelles? Je dis ça à Armand, et puis je dis à t'étais pas à l'heure aujourd'hui. Comment? Anta. Je dis ça à deux personnes, elles vont pas le prendre exactement de la même façon. Elles ont chacun une expérience. Si par exemple il y a eu vraiment quelque chose qui s'est très mal passé dans le passé d'Armand, où il était pas à l'heure, bah lui il va peut-être réagir un petit peu plus difficilement. Peut-être Anta, on s'en fiche, elle a peut-être l'habitude de pas être à l'heure, puis ça n'a jamais posé de problème, donc bah oui. C'est comme ça. Voilà, c'est ce cadre de référence qui va faire que on n'est plus dans le présent véritablement. On n'analyse plus les choses comme ça. On est dans un autre temps. Donc c'est un deuxième obstacle à ce qui se passe vraiment autour de nous. Là, on est vraiment dans notre psychologie et dans notre façon de fonctionner. Par exemple, vous connaissez cette image peut-être? Vous l'avez déjà vue? C'est très connu souvent cette image. Qui n'a pas vu déjà? Vous pouvez lever la main. Qui n'a pas vu? C'est plutôt de ce côté-là, les personnes qui l'ont pas vu. Alors, qu'est-ce que vous voyez, par exemple? Qu'est-ce que tu vois? Une femme avec une capuche. Ok. Qui l'a pas vu de ce côté-là? Tout le monde voit une femme avec une capuche? Ok, ceux qui l'ont pas vu, hein, ceux qui connaissaient pas. Eh ben, c'est pas seulement une femme avec une capuche. T'as aussi une vieille. Tu vois le visage de la vieille ici, hein, avec son nez là. Donc ça, c'est le cadre de référence qui change. Moi, j'ai mis du temps à voir, quand on l'avait fait cet exercice, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à voir qu'il y avait une vieille dame ici. Vous voyez? Et là, il y a une belle femme, et là, il y a une vieille dame. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il y en a qui voient tout de suite une femme qui tourne la tête, et d'autres qui voient tout de suite la vieille dame. Alors après, je ne suis pas là pour analyser ce qui se passe dans votre tête et pourquoi vous voyez une vieille dame ou une belle femme. Vous voyez? Deuxième chose, le deuxième, parce qu'on est là. Alors, dites pas, parce que moi, quand j'ai découvert ça, je vais changer votre vie. Vous voyez ce super sigle au Carrefour, vous connaissez ou pas? Moi, ça a changé ma vie. Ceux qui connaissent pas, je partage avec eux parce que vraiment, après, franchement, j'étais comme à la fin de Usual Suspects. Vous avez vu ce film où c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Tout est remis en question. Parce que effectivement, moi, je me suis dit, waouh, il est super novateur leur sigle à Carrefour. Regardez ce C tout moche des années 70 au milieu. Ici, là, vous voyez ou pas? Attendez, avec le main gauche, je suis pas très habile, mais voilà, il y a un C comme ça au milieu d'un espèce de losange. Et là, quand on le voit comme ça, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas changé depuis très très longtemps. Mais c'est génial, je trouve. Et c'est vraiment, là, pareil, c'est dès qu'on change le cadre de référence, waouh, on ouvre de nouvelles portes. Et c'est exactement ce qui se passe avec les individus. Parce que c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau de mettre des choses dans des cases. Parce que ça court-circuite. Et ça l'empêche justement de brûler de l'énergie pour rien. C'est toujours ce réflexe de survie. Quand on a une personne, on va évidemment la juger sur les bases de notre cadre de référence. Si j'avais pas cette information, typiquement, je vous dis pourquoi quand je prenais la parole en réunion, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise parce que quand je voyais une personne qui soufflait, pour moi, c'était quelqu'un qui s'embêtait énormément pendant la réunion. Quand je voyais une personne en face de moi qui faisait ok, j'étais là, je fais ok, bon, ce que je raconte, ça n'intéresse pas du tout. Mais c'est pas forcément ça. Il y a plein d'explications. Ça, c'est parce que je l'avais intégré, mais c'est pas forcément ça. C'est juste une explication que je peux donner. C'est un jugement, c'est une perception. La vérité, c'est que si j'avais été posé la question, mais malheureusement pendant les réunions, on n'a pas forcément le temps, c'était peut-être pas ça. Il se trouve que la plupart du temps, d'ailleurs, c'est pas ça. C'est qu'on a des interprétations, on a des préjugés, et c'est très difficile de s'en défaire. Être présent, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'improviser maintenant ? Comment l'improvisation va vous servir justement à ce niveau-là ? Improviser, si on prend les définitions même des différents dictionnaires, on va dire, ça va être produire, élaborer un discours, un texte, un morceau de musique directement sans préparation. Les acteurs improvisent sur le scénario. Faire quelque chose d'emblée sans préparation aucune, avec les moyens du bord, improviser un repas entre amis par exemple. Placer quelqu'un dans une fonction dont il n'a pas l'habitude, à laquelle il n'est pas préparé. On l'a improvisé trésorier de la nouvelle association. À quoi ça vous renvoie ces définitions d'improvisation ? Est-ce que ça vous renvoie à quelque chose
qualitativement médiocre. Je vous pose la question ouvertement. Pas spécialement. À quoi ça renvoie alors du coup, Armand, le système, l'improvisation à travers ses définitions? L'instinct, arriver à faire avec ce qu'on a, la créativité, à travers ces définitions, c'est ce qui vous vient. Très bien, super. J'ai entendu talent. Ouais, talent. Talent, ton prénom pas? Victor. Victor nous dit talent. Ok, créativité, talent. Ok, très bien. Effectivement, il y a un peu de ça, je dois l'avouer. En fait, la vérité sur l'improvisation, c'est que c'est pas tant un manque de préparation ou quoi que ce soit, c'est simplement cette capacité à se focaliser sur le moment présent et à réagir à ce qui se passe. C'est pas forcément le fait d'avoir de la répartie. Souvent, on confond d'ailleurs le fait d'improviser avec le fait d'avoir de la répartie. Personnellement, j'ai très peu de répartie. Il y a des improvisateurs qui ont énormément de répartie. Mais par contre, c'est d'être capable de rebondir sur une idée, quelque chose qui se passe d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi j'ai mis cette image qui n'a absolument rien à voir a priori quand on regarde le dentifrice, Vous vous posez tous cette question, j'imagine. Pourquoi un dentifrice? Alors vous avez plein de conjonctures. Non, pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que c'est un exercice que je fais avec mes élèves d'impro. Souvent, premier jour, je leur demande, alors pas tout de suite, je vous rassure, je ne demande pas d'être devant tout le monde et d'improviser, mais c'est un exercice, je leur demande, voilà, là tu vas faire une action, et je leur demande, brosse-toi les dents. Qu'est-ce qu'ils font généralement quand ils commencent à se brosser les dents, donc face à un public comme là? Ils vont faire ça, et puis à un moment, ils vont faire après ils tombent dans tous les sens, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que, au lieu de vivre l'instant présent et de réagir à ce qui se passe, à tout ce qui se passe autour d'eux, eh ben, ils vont être obligés d'inventer quelque chose pour se rendre intéressant. Parce qu'ils pensent que sur l'instant, là, c'est pas assez intéressant. Donc, ils sont dans leur tête, ils sont donc pas dans l'instant présent, ils sont dans l'anticipation. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour que ce soit drôle? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour que ce soit drôle? Il faut que je les fasse rire. Il faut absolument que je les divertisse. Et en fait, en faisant ça, ils se déconnectent avec la réalité et donc ils sont plus dans l'impro. Ils sont dans l'anticipation, dans essayer de contrôler les choses. Je vais contrôler leur rire. Je vais contrôler ce qu'ils vont penser de moi. Il faut qu'ils aient une bonne image. Et c'est là où le piège de l'improvisation existe. L'improvisation, l'idée, vous n'allez pas la trouver dans votre tête, vous allez la trouver parce qu'il y a un partenaire qui est avec vous. L'improvisation, elle se fait au moins à deux. C'est pas du one-man show. Alors ceux qui sont venus pour du one-man show, donc là, c'est pas du one-man show. Il y a des personnes qui font du one-man show, qui sont de très bons improvisateurs avec le public, qui ont énormément de talent sur la répartie ou ce genre de choses. Mais pour moi, c'est un petit peu différent. Alors on va faire un petit exercice pratique. Vous avez pensé à des réponses à ces 4 questions. Votre nom. Ça devrait prendre quelques instants normalement, ça devrait être rapide. Une passion, la passion qui m'anime principalement. Mon rêve de gosse, quand j'étais enfant, je rêvais de quoi? Bon, c'est pas si loin, non. La première chose qui m'a marqué quand la présentation a commencé. Première chose qui m'a marqué quand la présentation a commencé. Vous avez pensé à ça, et puis je vais venir vous poser des questions pour avoir vos réponses. Prenez un petit peu de temps pour réfléchir à ça, et potentiellement poser des questions aux personnes. Alors, il y en a qui ont de la chance, je suis loin d'eux. Je vais voir. Par exemple. Alors, mademoiselle. Votre nom et votre passion. Une passion. Julienne. Julienne. Voilà. Et votre passion. La boxe. La boxe. Ok, juste ça. Merci beaucoup. Très bien. Passez. On va voir. Monsieur. Alors, votre nom et puis la première chose qui vous a marqué quand on a commencé. Mais ça peut être quelque chose, le premier truc qui vous vient à l'esprit. D'accord, c'est votre pantalon vert kaki. Super. Et votre nom? Et mon nom, Murat, Alex. Murat. Ok, merci beaucoup. C'est bien, très bien. Alors, monsieur. Je vais vous laisser le micro. Comment s'appelle la personne qui est au bout? Assis au bout là-bas, avec la barbe. Je m'en souviens plus. Vous en souvenez plus? Non. Ah ah. Très bien, c'est intéressant.
Il n'y a pas aucun jugement c'est une expérience. Je vous amène à faire une expérience. Monsieur ici, il essayait de détourner le regard. Dès qu'on retourne le regard, je fonce dessus. Je vous laisse le micro. Quel est le prénom de la deuxième personne que j'ai interrogée? Vous pouvez me la montrer du doigt. Vous pouvez me la montrer du doigt. Oui, alors tu connais. Si tu le connais, c'est la personne qui est là-bas. Je m'en souviens plus. Ah, très bien. Merci de valider une théorie selon laquelle, vous avez vu, c'est pas simple d'être dans le moment présent. Le moment présent, merci beaucoup, hein, mais il n'y avait pas de mise en avant ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de piège du tout. C'est simplement pour vous montrer comment c'est difficile, parce que la théorie, c'est une chose, mais de l'expérimenter, c'est autre chose. Je le fais souvent avec mes élèves en formation. C'est que je leur dis ça au début, tout peut arriver. Ils disent oui, c'est ça. Puis vous savez, ce truc qui est quand même terrible, chacun va passer les uns après les autres. Et donc, tu attends ton passage et tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Nanana. Sauf que la plupart du temps, je fais tout sauf ce qu'ils attendent. C'est-à-dire, je demande à quelqu'un de présenter la personne d'après, ou alors je demande d'imiter la personne il y a 2 tours avant. Donc, tout peut arriver à n'importe quel moment. Vous avez vu comment c'est difficile parce que c'est ça qui va être la base de la concentration. J'ai exprès, j'ai installé une atmosphère un petit peu, j'espère en tout cas de peur, en tout cas de crainte. Et c'est à ce moment-là où nos cerveaux gambergent. À ce moment-là, j'espère qu'il va pas me poser une question, ce relou là, il est derrière, ok, tu te réveilles, attention, il est là. Voilà, vous savez, ce moment d'anticipation dans lequel vous étiez, en fait, était problématique par rapport à la connexion du présent qui peut s'installer. Vous avez vu? Parce que quand vous n'êtes pas connecté au présent, vous ratez plein de choses. Notamment le prénom des personnes, vous ratez ces informations. Et ça, c'est ça le sel de l'impro. Et c'est ce qui est hyper difficile à faire. Parce que forcément, on est toujours... alors là, j'ai fait exprès ce système-là. Mais on est toujours un petit peu dans l'anticipation de ce qui va se passer. Surtout quand on est dans la crainte, dans la peur ou quoi que ce soit. C'est hyper dur. Hyper dur de se laisser aller et de lâcher prise totalement. C'est pour ça que je vous posais la question au démarrage que tout peut arriver. Et l'improvisation, c'est ce travail là-dessus. C'est se préparer à ce que tout peut arriver. Le problème, alors quand je dis le piège de l'ego, c'est déjà c'est pas un jeu pour enfants, c'est véritablement le piège qu'on se tend à nous-mêmes. Pas dans le sens où on est égocentrique tous ou quoi que ce soit. C'est simplement j'ai remarqué ça souvent quand je vais faire le tour des personnes là dans mes formations. Regardez, essayez de réfléchir à sur quoi vous êtes concentré. Généralement, vous êtes concentré sur qu'est-ce que je vais dire moi, mais pas du tout sur qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit lui là-bas? Tiens, c'est marrant. Non, c'est moi. Qu'est-ce que je vais dire? Ah putain, ça va être moi. C'est pas mauvais. Hein, tout le monde est comme ça. Moi le premier. C'est-à-dire que souvent, je fais un exercice casse-gueule, c'est que j'essaie justement de forcer mon cerveau à pas me concentrer que sur moi et de faire à la fin du premier tour de table, je vais essayer de. Alors je le ferai pas avec vous. Hein. Je vais essayer de retenir chacun votre prénom et puis quelque chose sur vous que vous m'avez dit. À tout le monde. Hein. Alors il y a environ 20 personnes. Parfois j'y arrive assez bien. Je suis assez fier de moi. À la fin je suis assez fier. Et parfois c'est une catastrophe. Alors c'est casse-gueule ce que je fais, j'avoue. Hein. Parfois je me souviens plus du tout. Et une fois même en formation, il y a quelqu'un qui m'avait vraiment d'ailleurs c'était la dernière formation que j'avais fait avec le saisie entreprise, quelqu'un qui m'avait complètement détruit mon exemple parce qu'il avait sorti tout ce qu'il avait appris de tout le monde en tout de suite quoi. C'est toutes les personnes, il les avait enregistrées. Une personne qui avait cette capacité d'attention sur chacun qui était assez hallucinante, vraiment incroyable. Et sans formation. Hein. Vous imaginez après la formation avec moi, c'est incroyable. Donc voilà, le piège de l'ego, je voulais un peu vous en parler. Et le but des exercices d'impro, c'est ça, c'est que tout peut arriver. Alors on travaille sur quoi en impro? On va travailler sur le fait d'écouter, c'est ça en fait, écouter c'est ça. C'est pas tant, ouais je t'écoute, mais en fait je pense à autre chose. C'est vraiment écouter. Alors l'écoute active, vous savez ce que c'est l'écoute active? C'est quoi l'écoute active? Pardon? Ah, écoute, reformule pour voir si on a bien compris. Ça fait partie de l'écoute active, tout à fait. Un point. Un point. Qui d'autre? Écoute active. Faire taire sa pensée. Tiens, c'est intéressant. Eh ben oui, effectivement, on peut le rentrer dedans. Un autre point. Qui d'autre? Écoute active aussi, c'est dans le non-verbal, vous savez. C'est de montrer à l'autre qu'on écoute. Parce qu'il y a des personnes qui sont super... par exemple, cette personne-là dont je vous parle,
Elle regardait pas les personnes. C'est pour ça que j'ai essayé de le piéger, mais pas du tout. En fait, il était concentré sur ce que disait. Du coup, il regardait pas les personnes. Il était comme ça. Mais sauf que lui, il enregistrait tout ce qui était dit. Mais sauf que la personne en face de soi, bon, si elle voit quelqu'un comme ça, elle se dit pas, bon, bah, il m'écoute. Non, elle se dit, bah, ok, je cherchais des pilules ou quoi que ce soit. Non, c'était, voilà, l'écoute active, c'est vraiment de montrer aussi que vous intéressez. Et comme vous dites, hein, mademoiselle, c'était, voilà, c'est véritablement reformuler, poser des questions. Quel type de questions? Des questions ouvertes. Questions ouvertes, hein, qui vont permettre d'ouvrir le débat, d'ouvrir la relation. Accepter que tout peut arriver, c'est une première chose, mais accepter ce que nous propose la personne. Souvent en improvisation, et vous allez voir qu'il y a un lien concret avec le travail en entreprise, c'est en improvisation, parfois vous avez des personnes qui rentrent comme ça, et qui proposent un truc, même moi je me dis, qu'est-ce qu'il lui dit là, c'est n'importe quoi. Sauf que la personne en face, il faut qu'elle accepte. Alors au démarrage, souvent, la personne, soit elle sort un flingue et elle tue en improvisation la personne parce qu'elle le saoule, ou alors elle dit non. Et en improvisation, on n'a pas le droit de dire. On est obligé de se jeter à l'eau. On est obligé de dire oui à ce qui se passe. Et ça ouvre de nouvelles possibilités. Vous avez vu, en entreprise, c'est un peu pareil. Enfin, moi, je l'ai expérimenté comme ça. C'est le fait qu'on a notre cadre de référence, etc. Et il faut accepter parfois qu'il y a des personnes, voilà, on n'est pas forcément super fit avec elles, mais il faut à ce moment-là s'ouvrir totalement. Et c'est pas facile parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec cette personne. Notre relation n'est pas évidente. On a tout ce bagage avec nous, et le fait d'accepter de s'ouvrir, c'est pas simple. Hein. On l'a mis dans une case et c'est souvent difficile d'en sortir. Et puis oser dire les choses, oser affirmer ce qu'on est. C'est d'autant plus difficile cette partie-là qu'on est de plus en plus soumis à la tentation de tout taire, parce que il y a toujours une association qui va lever le doigt pour dire attendez, moi c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça. Hein. Moi j'avais un grand-père qui s'habillait en rouge, je fais l'association des grands-pères qui s'habillent en rouge. Non, il y a toujours quelqu'un, vous avez toujours ça, la pression publique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En improvisation, vous avez le droit. Alors après, évidemment, il faut tenir compte de l'autre et faire attention à la personne qui est en face de vous. Évidemment. Mais en improvisation, exercez-vous à faire ça, à dire tout ce que vous pensez. Parce qu'après, derrière, il y a plein d'exercices, plein d'outils qui vont vous permettre de mettre les mots justes sur ce que vous ressentez, ce que vous dites à la personne en face de vous. Mais en impro, c'est super dur. En fait, finalement, on se bride nous-mêmes. Dans notre cerveau, on se dit, ouais, je vais pas dire ça quand même. Et à partir du moment où on se dit, je vais pas dire ça, eh ben, on casse la créativité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. On casse la créativité parce qu'on se bride. On se bride nous-mêmes. Alors, il y a des champs d'application qui sont immenses de l'improvisation en entreprise. Il y a des champs d'application à peu près dans tous les niveaux parce que c'est en plein cœur des soft skills. Dans la relation client, évidemment. Dans le networking, dans la gestion de projet, on l'a vu. Dans la résolution de problèmes, la créativité. Et dans le management, bien sûr. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, là, hier, j'étais en Allemagne avec des collaborateurs allemands du groupe Yves Rocher. Et ça m'a donné l'idée, d'ailleurs, de choses qui pourraient se développer autour de l'improvisation et avec une couche multiculturelle aussi. Parce qu'il y a aussi ça, c'est comment je fais pour oublier les clichés que j'ai sur telle ou telle population, telle ou telle nationalité. Les Français qui travaillent là-bas, ils sont tous venus avec l'idée que les Allemands, il faut pas être en retard, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les clichés sont toujours basés sur la réalité. À 9h, c'était débuté, la réunion. Quand je le fais en France, à 9h, c'est pas le début de la réunion. Alors, en Allemagne, ils étaient tous là. Mais sauf que accepter que l'être humain est constitué d'une manière qui nous rassemble tous, tout le monde fonctionne comme ça. Les êtres humains, on est tous faits d'émotions, on a tous besoin de parler, de s'exprimer, on a tous besoin de relations. Et ça, c'est une première base de travail. Après vient la couche culturelle et la couche individuelle avec le passé, etc., etc. Mais expliquer à ces personnes-là comment fonctionne l'être humain et comment on va s'adapter justement aux cultures des uns et des autres à travers l'impro, j'ai trouvé que c'était un bon champ d'investigation. On en discutait d'ailleurs avec le collègue à qui je faisais la formation au retour, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, lui, justement, il a énormément d'appréhension parce que là, il va former en Russie. On avait une collaboratrice russe qui était là, une personne bien placée dans les ressources humaines chez Yves Rocher, qui nous disait, non, les émotions, pas au travail.
Non, j'aime mon travail. On comprend ça, parce que c'est la culture russe qui veut ça. Je ne sais pas si vous connaissez des Russes personnellement, mais j'en connais pas mal. Et c'est vrai que moi, au premier abord, je m'étais dit, ils ne ressentent rien. C'est vraiment comme ça, dans toutes les situations quasiment. Mais s'ils ressentent quelque chose, sauf que c'est juste la couche culturelle qui veut qu'on ne les exprime pas dans telle ou telle situation. Mais l'être humain, il sent quand même quelque chose. Et les émotions, à un moment, elles doivent sortir, d'une manière ou d'une autre. Et quand on a creusé avec cette personne, elle s'est rendue compte de ça. Que il y a des choses qui ne fonctionnaient pas dans sa manière de fonctionner, de travailler, parce que ça ne sortait pas d'une manière ou d'une autre. Ça restait là. Elle fait, il m'énerve, je comprends pas. Alors ça, c'est l'exemple qui me vient comme ça, mais il y en a plein d'autres. Je vous invite à me les envoyer d'ailleurs si vous avez l'occasion, si vous avez des idées ou de dire à la fin. Alors, c'est quoi les conséquences pour l'entreprise si on ne développe pas ça ? Eh bien, on risque quoi ? On risque de couper la relation avec nos collègues, de couper la relation avec les clients, et du coup, on se retrouve tout seul. L'être humain qui est un animal social se retrouve tout seul, qu'est-ce qui se passe ? Il stresse. Il stresse parce qu'il se retrouve seul face à quelque chose qui lui semble être insurmontable vis-à-vis des compétences, des moyens dont il dispose. C'est ça le stress. C'est l'inadéquation entre ma vision des compétences dont je dispose et les challenges qui sont mis face à moi. S'il peut compter sur personne, s'il peut s'appuyer sur rien, il y a stress qui se développe. Alors, il y a plusieurs types de stress. Vous avez des facteurs qui sont liés, par exemple, à la tâche, au contenu du travail effectué. Certains facteurs sont plus ou moins... en tout cas, les compétences que vous avez développées en intro, elles vont plus ou moins être utiles. Je vous laisse y réfléchir, mais par exemple, les exigences qualitatives qui sont élevées, par exemple, de la part de la direction. Ça, par exemple, comment le travail d'impro pourrait permettre de limiter ce stress ? Je vous pose la question. Par rapport à ce qu'on vient de se dire. Les compétences développées à travers l'impro. Alors, on va reprendre depuis le début. Attendez. Non, c'était une question morte, mais pour moi... Pardon ? Quand on improvise, on n'a pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par exemple ? Dans le sens où on est devant une assemblée ou devant des gens, on est obligé de... Enfin, on peut pas se foirer, quoi. Donc, ça exige une qualité élevée, instantanée, qui, si on est fait de l'impro, ça peut matcher avec d'accord. C'est-à-dire qu'on est capable de répondre à une exigence élevée rapidement, de rassembler des ressources rapidement à un instant T. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Effectivement, c'est effectivement ça. C'est-à-dire le fait qu'on a préparé notre cerveau au fait que tout peut arriver. À un instant T, on va limiter le stress et on va être capable de rassembler des ressources rapidement. C'est tout à fait vrai. Moi, je pensais à autre chose. Je pensais à, par exemple, le fait de former les managers, au fait que quand on a des exigences élevées, il faut être aussi capable d'écouter son collaborateur pour savoir où il en est par rapport à ça. Est-ce qu'il est capable d'y répondre ? Parce que souvent, on a le manager qui va balancer ton truc, parce que c'est top-down encore parfois. La direction lui a dit, bon, ça c'est c'est la nouvelle priorité, d'accord ? Tu fais ça pour la semaine prochaine. Il se prend ça, le manager, il vient voir ses équipes. Bon les gars, c'est la nouvelle priorité, on fait ça pour la semaine prochaine. Il prend pas le temps d'écouter le retour. Moi j'ai déjà vu en séance, parce que je fais des accompagnements comme des coachings, vous savez, et les personnes disent ça, elles disent des trucs comme ça, elles n'écoutent même pas le retour. La personne en face, je la voyais faire ok, t'es ok ? Ouais. Bon okay, super, motivation alors, 100%, ça marche. Non, t'as pas écouté. Voilà, donc ça c'est alors il y a d'autres stress, les facteurs qui sont liés à l'organisation du travail. Ça c'est pareil, c'est comment on va faire pour répartir le travail. C'est toujours une écoute c'est toujours la relation qu'on va développer avec son collaborateur, qui sont liés aux relations de travail. Bon là c'est en plein dedans. On va avoir les facteurs de stress qui sont liés à l'environnement physique et technique. Alors ça, si mine de rien, c'est-à-dire que si vous avez des équipes qui sont capables en tout cas, vous savez, maintenant vous avez des Chief Happiness Officer. Vous connaissez ce nouveau poste ? Vous connaissez ça ou pas ? Non ? Si ? Chief Happiness Officer, enfin, je trouve que c'est un rebranding d'un autre type de poste qui était peut-être un petit peu moins 21e siècle, mais c'est une personne qui va être responsable du bonheur au travail.
Et donc, par exemple, qui va se dire, bah tiens, Michel, il a peut-être un peu mal au dos là depuis tout à l'heure qu'il est comme ça. Ça va ? Non, ça va pas très bien. Là, j'ai un peu mal au dos. Oh bah ok, on va t'acheter un truc pour rehausser ton poste de travail. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute des attentes des collaborateurs. C'est un poste qui se développe de plus en plus dans les entreprises. Alors après, il a avec plus ou moins de... Moi, je pense que pour réussir dans ce poste-là, il faut vraiment être à l'écoute. C'est pas juste installer des baby-foot dans le hall d'accueil. Souvent, c'est ce qui se passe, malheureusement. Les facteurs qui sont liés à l'évolution sociologique, alors ça, c'est des choses qui dépassent un petit peu, mais c'est pareil, c'est toujours ce problème d'être à l'écoute des changements. Et pareil pour l'environnement macroéconomique, c'est la même chose. Là, par contre, on est un peu plus dans l'anticipation des événements macroéconomiques. C'est très important. Pourquoi ? Parce que, alors ça, c'est une étude qui date un peu. J'ai jamais retrouvé une étude plus actuelle sur les causes de la colère au travail. C'est un institut australien qui avait fait ça. Je trouvais ça très intéressant parce que qu'est-ce qui cause le sentiment de colère au travail ? Alors, quand vous rajoutez ces deux éléments-là, 44%, 23%, ça veut dire que près de 2/3 des éléments qui causent la colère au travail, c'est quoi ? Être critiqué à tort, ne pas être traité justement, ne pas être récompensé, avoir un comportement amoral, genre mensonge, vol, etc. Ce sont des choses qui, a priori, si on développe la capacité d'écoute, je dirais de monitoring des ressentiments dans les entreprises, qui pourraient être évités, qui pourraient être largement évités, si simplement on était vraiment attentif à ce que dit notre boss, à ce que dit notre collaborateur, etc., etc. Parce que toujours ça, c'est vous avez remarqué, c'est que du jugement. En fait, c'est par rapport à un cadre de référence. On n'est pas amoral. C'est amoral par rapport à des valeurs précises. On n'est pas juste amoral. C'est amoral par rapport à mes valeurs. Je trouve que ça se fait pas. C'est être critiqué à tort, parce que moi, je trouve qu'elle m'a critiqué alors que je vois pas pourquoi. À tort, parce que je pense que ce que j'ai fait, c'est pas grave. Il y a des personnes, tu vois, elles vont arriver là, elles vont arriver en retard. Moi, je trouve pas ça grave. Si la personne, pour elle, c'est grave, elle va lui crier dessus. Et il va dire, mais je vois pas où est le problème. Moi, j'ai fait mon échange universitaire au Mexique. Alors, faisons un peu d'interculturel. Vous connaissez des Mexicains ? Vous avez travaillé avec des Mexicains ou pas ? Des Sud-Américains, on m'a dit que c'était... Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de Mexicains. Ce que je vais dire, attention, cliché, mais je l'ai expérimenté. Je faisais un travail de groupe avec des Mexicains. Rendez-vous... Alors tout le monde me dit rendez-vous demain à 8h. Ok. J'arrive le matin à 8h, poli comme je suis. J'arrive à 8h et tout, alors hyper fatigué et tout. Et je vois personne. Personne qui arrive dans la salle et tout. C'est pas possible, je me suis trompé de salle ou je me suis trompé d'heure. Et franchement, je vous mens pas. À partir de 9h30, ils commencent à arriver tous. Et super bien habillés, frais et tout. Bon, on y va, super. Et je fais... j'ai osé rien dire, évidemment. Mais dans ma tête, j'ai fait, mais c'est pas possible. Ils s'excusent pas à aucun moment, quoi. Non, ils arrivent au fur et à mesure. Oh, ça va ? Ouais. Oh, t'as l'air un peu fatigué. Et ouais. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être le groupe qui était comme ça. Donc après, je travaille avec un autre Mexicain et qui me dit, ouais, pour le projet, ça serait bien qu'on bosse ensemble. Ouais, super. En plus, le gars était super intéressant, hyper brillant en plus. Donc il me dit, bah, viens chez moi, à l'autre bout de, vous voyez, Mexico City. Donc c'est un peu grand comme ville. L'autre bout de Mexico City, puis bon, c'est pas que le quartier était mal famé, mais bon, j'étais un peu perdu, quoi. Et j'attends devant chez lui, et pareil, 1h30. Mais pas de pardon, c'est « Ah, t'es là ? Alors, t'as vu mon quartier, c'est sympa. » Je fais, ouais, et c'est parce que tout simplement, il y avait des valeurs. C'est-à-dire que pour eux, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous. La valeur temps n'est pas la même que pour nous. En tout cas, je parle moi de mon côté, que pour nous, que pour moi. Et ça, c'est hyper important de le savoir, parce que pour moi, j'étais extrêmement énervé quand même. Mais lui, il voyait pas le problème. Il y avait une expression comme ça, je ne sais pas de quel pays ça vient, mais il y a une expression qui dit vous, sous-entendu les Occidentaux, vous avez le temps. Non, vous avez la montre, nous avons le temps. Je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'effectivement, je me rends compte que parfois nos vies sont gérées dans l'instant, on a toujours la pression, on se met la pression tout seul, et on ne prend plus le temps de regarder les choses, de profiter de l'instant présent. Et même à mon niveau, moi je viens d'un petit village en Normandie, je me suis rendu compte dernièrement que j'étais happé par la vie parisienne.
En Normandie, par exemple, dans mon village, je prenais le temps de marcher, de regarder les choses le matin, d'observer les oiseaux, les odeurs de bouse de vache le matin, comme ça. Bon, je faisais un peu cliché, mais c'est vrai. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais vraiment bousculé. Bon, après, on s'adapte à tout. Mais je me suis rendu compte qu'à Paris, maintenant, quand il y a une personne qui a un peu de mal avec le truc, vous savez, pour distributeur de tickets, je suis là, c'est pas possible, mais il est con, quoi. Mais c'est pas vrai, moi j'ai raté mon rendez-vous. Alors que avant, c'était moi, cette personne-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est que on ne prend plus le temps d'observer les choses, de voir comment ça se passe, tout simplement. Alors, c'est un coût pour l'entreprise qui a été estimé en France à environ entre 800 millions et 1,6 milliard d'euros par an. En Europe, de 20 milliards d'euros par an. Pour vous donner une idée, j'ai fait quelques recherches. 20 milliards d'euros par an, c'est le budget qui est alloué à la compétitivité, à la croissance et l'emploi. Ça veut dire que d'un côté, on donne pour créer des emplois, pour développer le travail, etc. Et de l'autre côté, les arrêts maladie, tout ça, ça nous coûte autant. Donc, alors que finalement, il suffirait de changer de paradigme. Alors, il suffirait, c'est un peu facile, hein, c'est incantatoire, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste de changer notre manière de fonctionner et au lieu d'allouer notre temps à une chose, d'essayer de l'allouer à la relation, à développer la relation avec ses collègues. Alors, c'est en train de changer, hein, mais c'est quelque chose qui est assez urgent, comme vous pouvez le constater. Alors, moi, je dirais que pour conclure, je crois que je suis dans les temps en plus. Wow, incroyable, je suis pas mal. Je me lance des bravo, hein, comme ça. Donc pour conclure, une belle phrase de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». J'adore cette phrase parce que pour moi il n'y a rien de plus vrai. C'est-à-dire, souvent on dit les gens, ah ouais mais les gens ils sont comme ça. Mais on fait partie des gens. Donc si nous-mêmes on ne change pas, ça va être difficile que les masses changent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parfois, et c'est très compliqué parce que quand je fais des formations sur la communication, on apprend les bases à des managers et on leur dit il faut écouter, il faut machin, etc. Mais sauf que eux sont confrontés à des personnes qui ne sont pas forcément formées. Donc ils me disent souvent, mais ok c'est bien beau tout ça, mais moi en face de moi ils m'écoutent pas les gars. Ok. Je lui dis mais au moins si tu fais le pas en avant, peut-être que ça va entraîner que finalement l'autre va se rendre compte que c'est pas forcément viable de fonctionner comme ça, et peut-être que lui va se dire tiens ça serait pas mal que je fasse pareil. Et puis comme ça on amène à changer les choses. Donc pour que ça soit mis en place, je vous demande une seule chose, c'est dans votre vie de tous les jours d'improviser, d'être là, maintenant, dans l'instant présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le moment crucial, là je ne vais pas passer, c'est vous qui décidez quand vous allez parler. Si vous avez des questions, je vous écoute. C'était Armand. C'était Armand. Comme ça tu sauras. Oui, une question. Oui, s'il vous plaît, pour l'improvisation, oui. C'est important de s'ouvrir aux autres, mais je pense que pour que ce soit efficace, par exemple dans les entreprises, enfin dans des PME, je pense que ce serait très efficace, mais pour des grandes entreprises, le mieux serait que ce soit les hiérarchies qui soient d'abord formées là-dessus avant nous. Et il y a peut-être des situations où ce serait très intéressant de s'ouvrir, mais est-ce que vous avez peut-être des conseils pour les situations où il vaudrait mieux ne pas s'ouvrir justement ? Il vaudrait mieux ne pas improviser. Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu dis dans les situations. Par exemple, cite-moi une situation dans laquelle il ne faut pas s'ouvrir. Pour toi. Souvent, surtout quand on est apprenti, ouais. On a une vision des choses, même de manière générale, qui n'est pas la même que celle de nos hiérarchiques. Ouais. Et donc, parfois, quand on s'exprime, on peut être confronté à de l'incompréhension. Ah oui, très bien. Même si on le fait sincèrement, ça a les repères. Vous dites qu'il faut changer nos repères, mais les nôtres sont tellement différents par rapport aux leurs. Parfois, c'est compliqué, quoi. Alors, il faut bien se préparer pour. Ah oui, je souscris à 100% à ce que tu dis, hein. Et c'est très rare, malheureusement, les entreprises qui forment. Vous savez, on dit souvent les escaliers, ça se balaye par le haut. Et souvent, pour des raisons parfois même d'ego des patrons, hein. On fait pas la formation du top management. On fait la formation, souvent c'est le middle qui se fait former.
Et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment problématique. Mais encore une fois, il y a des tas d'entreprises qui sont en train de changer à ce niveau-là, qui se remettent en question. Mais là où je te rejoins, déjà de faire attention à la façon dont on exprime ses opinions. C'est déjà, les mots ont une puissance que tu n'imagines même pas. Par exemple, je vous donne un exemple très, très bête qui pourra te servir. Si tu veux exprimer ton opinion, utilise toujours le « je ». Ça a l'air évident comme ça. Mais vous allez voir que c'est extrêmement compliqué. Je pense que. N'oubliez pas que quand vous dites tu ou vous, ça tue. Le tu en communication. Quand on dit tu n'as pas fait ce travail, là la personne n'écoute plus. Quand tu vas exprimer ton opinion, déjà de bien rappeler que c'est toi qui t'exprimes. Ça évite que la personne pense qu'elle est jugée sur sa personne, justement, sur sa valeur en tant que manager ou quoi que ce soit, ou sa propre valeur en tant, s'imagine, si tu t'adresses au créateur d'une entreprise. Quand tu veux exprimer ton opinion, c'est un premier truc. Et puis, il y a des tas d'outils, justement, pour le faire. Après, il suffit de... Je vois où mène ta question. Moi, je serais plutôt d'avis de, quand tu as quelque chose à dire, de le dire, mais avec cette intention-là. C'est-à-dire, je m'exprime en mon nom, et je pense que, sur des éléments factuels, ça pourrait être changé par ça. Tu t'exprimes en ton nom, il n'y a rien qui peut t'arriver, c'est toi qui le penses. Il n'y a rien qui peut t'arriver. C'est toi qui le penses. Il peut ne pas être d'accord avec toi. Mais, finalement, qu'est-ce qui peut t'arriver parce que tu exprimes ton opinion? C'est toi qui le penses. Et peut-être qu'il va te convaincre, il va te dire mais non, ça peut pas être changé à cause de ça. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est mon conseil que je te donne parce que on gagne toujours à échanger des idées. J'ai toujours remarqué, et dans ma vie professionnelle et ma vie de tous les jours, j'ai favorisé justement l'expression de ce qu'on avait à dire, la chance à ce qu'on a à faire. Par exemple, souvent d'accepter. Vous savez, le film Yes Man avec Jim Carrey. J'ai pas été jusque là, mais en tout cas, dès qu'il y avait une opportunité de dire bah ouais, ok, très bien, et faisons-le. Dès que j'avais quelque chose à dire, de le dire avec les bons mots. J'étais assez étonné des résultats que ça pouvait provoquer. Vraiment. On a souvent, n'oublie pas cette chose, et je comprends ton appréhension en tant qu'apprenti, parce que bon voilà, on aimerait bien rester, mais on est souvent étonné parce que c'est nous qui nous faisons beaucoup de films finalement sur ce que va dire l'autre. Une personne, vous savez, qui est en entreprise, qui est un peu comme ça, super strict et tout, lui, je vais rien lui dire, si je lui dis un truc, il va me casser en deux. Et en fait, vous vous rendez compte que quand vous exprimez votre opinion, on vous... déjà, vous augmentez en valeur parce que déjà, vous osez exprimer votre opinion, ce que beaucoup de personnes n'osent pas faire, avec les bons mots, donc la personne n'est pas remise en question. Et puis, ça se trouve, elle va échanger avec vous, puis vous allez devenir plus riche mutuellement. Moi, c'est un conseil que je te donne, c'est de ne pas te brider à ce niveau-là. Ça va, j'ai répondu à ta question ? Bon, on va conclure puisque... J'étais un peu loquace. 14h est arrivé. On vous remercie. On va remercier grandement Monsieur Ritzowski pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. Je vous rappelle que si vous avez la moindre question, vous envoyez un mail sur causerie@idfc.saisie.fr. Et la semaine prochaine, on aura une causerie sur le BIM avec 3 experts du BIM, 3 métiers, 3 entreprises. On vous attend nombreux et puis bonne semaine. Au revoir.